Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire de ce journal, le vice-premier ministre de l'Intérieur a réuni à Kinshasa les différents acteurs en conflit pour amorcer un dialogue face à la crise institutionnelle qui secoue l'Assemblée provinciale du Congo central. En pleine lutte contre la Mpox, le choléra et Ebola, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, montre l'exemple en se faisant vacciner ce vendredi à Kinshasa. À l'international, le Togo s'emploie à rééquilibrer sa dette en privilégiant les emprunts concessionnels et en allongeant la maturité de ses titres, lui offrant une marge de manœuvre accrue pour emprunter. Tous les détails de ces éléments, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre, face à la crise institutionnelle qui secoue l'Assemblée provinciale du Congo central, le vice-premier ministre de l'Intérieur tente une médiation. Il a réuni à Kinshasa les différents acteurs en conflit pour amorcer un dialogue, mais pour l'instant, les tensions restent vives. Dans Momat. Pour tenter d'apaiser les tensions persistantes au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a convoqué à Kinshasa le principal protagoniste de la crise. Les rencontres se sont tenues tour à tour à huis clos avec les différentes parties impliquées. Selon les sources proches du dossier, le vice-premier ministre aurait insisté sur la nécessité d'un retour au calme et au respect des institutions provinciales. Que ni n'était son appel, son invitation, on ne sait pas ce qui aurait passé ces jours. Parce qu'il y a eu des camps, des protagonistes qui se défiaient et que le vendredi allait être le jour J. Si des conseils et orientations ont été donnés, la sortie des crises semble encore loin d'être acquise. À ce stade, les discussions se poursuivent et aucune rencontre conjointe entre les deux camps n'a encore eu lieu. Le vice-premier ministre prévoit de poursuivre les consultations avant de proposer éventuellement une rencontre entre les deux parties en vue d'un dénouement pacifique. Toujours le même dossier, la destitution du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central continue de susciter des réactions. Pour certains membres de la société civile, l'heure ne devrait plus être aux querelles, mais à la cohésion et au travail commun pour faire avancer la province. Suivez. La motion de défiance visant à faire tomber tout le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central ne pourra en aucun cas aider la province à se développer, selon M. Joseph Kouya, que nous avons interviewé. La population Né-Congo s'est choisi ses élus locaux pour qu'ils contribuent au développement de la province et non pour des querelles. Nous voyons que ce n'est pas la priorité de la population. Les querelles, là, ce n'est pas la priorité de la population. Nous ne les avons pas envoyés là-bas pour ça, pour ces querelles, tout ça. Donc, ils devaient essayer un peu de mettre de l'eau dans le bain pour essayer un peu de... Parce qu'ils ont un bureau, et ils ont l'hémicycle, ils peuvent se réunir pour essayer un peu d'arranger les conflits qu'ils peuvent avoir, de poser leurs problèmes. Certains habitants du Congo central déplorent également cette situation. Il faut reconnaître que la politique actuelle de la province est toujours basée sur les intérêts. Et il est ici de signaler qu'en 2017, nous avons connu les mêmes événements entre Atumba Tubwana et le président sortant de l'Assemblée provinciale qui est parti. Et donc, cela a dessiné clairement sur le visage des
de la population du Congo central, qu'il ne s'agit clairement pas des intérêts de la population, mais plutôt les individus qui sont en train de se battre pour avoir leurs propres moyens. Et cela a prouvé à suffisance aussi que la manière de gérer des gouverneurs actuels en collaboration avec le président de l'Assemblée provinciale ne plaît pas à certaines têtes qui sont au niveau national qu'au niveau provincial. Les députés provinciaux signataires de la motion ont fait le déplacement de Kinshasa où ils ont été interpellés par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Et puis, dans le cadre du renforcement des capacités logistiques des services de sécurité et des autorités territoriales, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a procédé ce jeudi 2 octobre à la remise officielle de 96 Jeep Toyota Land Cruiser. Si cette initiative s'inscrit dans un vaste programme de modernisation, elle soulève néanmoins des interrogations sur l'impact réel de ces dotations dans un contexte où l'insécurité urbaine persiste et où des dérives dans l'usage de ces véhicules sont régulièrement dénoncés. Les détails avec Don Momat. Sur un total de 96 Jeep Toyota Land Cruiser, 70 ont été attribués à la police nationale congolaise pour renforcer ses capacités opérationnelles. 12 autres ont été remises aux administrateurs des territoires et aux commissariats provinciaux des provinces de Lomami et du Sankourou. L'ANER, la DGM et la police des frontières comptent aussi parmi les bénéficiaires. Cette dotation faite par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani vise à améliorer la mobilité et la présence de l'État sur le terrain, notamment dans les zones à risque. Il a également remis un lot d'armes non létales anti-émeutes à la PNC en insistant sur leur usage responsable et respectueux des droits humains. Vous voyez le nombre de véhicules, ce qui fait que ça aurait un impact significatif sur le service rendu à nos populations. Et pour nous, c'est une journée de satisfaction. Toutefois, cette initiative n'est pas une première. Malgré plusieurs remises des véhicules par le passé, l'insécurité urbaine persiste, en particulier à Kinshasa, où le phénomène Kuluna continue de semer la peur. Les citoyens attendent des résultats concrets sur le terrain. Par ailleurs, des dérives dans l'usage de certains de ces véhicules sont dénoncées. Certains seraient utilisés pour traquer des automobilistes et imposer des contraventions peu transparentes sans bénéfice clair pour les caisses de l'État. Plus qu'un geste symbolique, cette opération appelle, selon une certaine opinion, un suivi rigoureux, une redevabilité réelle et une action sécuritaire efficace au service de la population. Et puisque nous parlons sécurité, nous recevons sur ce plateau Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, qui va répondre à comment analysez-vous la tournure que prend la situation sécuritaire. Les rebelles menacent de riposter. Quelle attaque? Doit-on craindre une escalade? Que doit-on faire pour que Kinshasa enraye la menace M23? La question de l'Est est une question très complexe. Elle est même complexifiante. Je suis très heureux que le président, au départ, avait levé l'option pour 3 axes. L'axe diplomatique, l'axe politique et l'axe militaire. Parce qu'il y a des rebelles, il faut les reconnaître, etc. Donc, aucun axe ne peut dominer l'autre. Certainement qu'on a avancé avec la diplomatie. Mais il ne faut pas se leurrer. Parce que quand on est rebelle, on a un objectif à atteindre. Et l'objectif pour eux, c'est de prendre le Congo et ses richesses. Il faut pas. Et alors, oui, la diplomatie, quelques avancées certainement, mais ce n'est pas la diplomatie qui va remplacer nos forces militaires qui sont censées défendre l'intégrité territoriale. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une tendance à focaliser notre attention au niveau de la diplomatie et que bon, les activités militaires sont là, mais elles doivent être intensifiées. Elles doivent être intensifiées parce qu'ils se préparent. Vous avez vu qu'ils ont largué sur le marché 7000 hommes. Ils ont encore recruté 12 000 hommes qui sont en formation. C'est qu'eux, ils ont un projet. Et le projet de conquérir la République. Ne l'oublions pas.
et qu'il y a ce qu'on appelle la convergence d'intérêts dans la complexité des problèmes de l'Est. La convergence d'intérêts suppose qu'effectivement, il y a plusieurs acteurs à l'intérieur. Et leur rôle, c'est de prendre de nos richesses. Ils ne lâcheront pas prise. Et alors, maintenant, non seulement prendre de la richesse, mais il faut diviser le Congo comme on nous a saucissonné à Berlin sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Or, le Congo est toujours dans le viseur de puissance d'argent. J'avais suivi le docteur Tchèque Chidan Gabio, qui a été ministre des Affaires étrangères d'Abdoulaye Wade et qui est devenu consultant sur la place d'Atlanta aux États-Unis, qui a dit que le Congo est dans le viseur, parmi les pays qui seront balkanisés. Et qu'il y a des raisons résonnantes que, bon, on commence par le Congo pour 5 États. Si dans l'hypothèse nous sommes en train de suivre ce qui se passe à l'Est, soyez rassurés que si on ne fait pas un effort pour encadrer et repousser toute velléité, etc., on risque de voir partout des rois télés qui, visiblement, se déclarent autonomes par rapport aux différentes provinces, etc. Parce que, croyez-moi, hein, le Congo, à la conférence de Brélin, a été considéré comme le butin de puissance d'argent. Ils n'ont jamais lâché prise par rapport à cette conception. Donc, nous devons prendre des mesures à la hauteur de ce que représentent les enjeux et faire en sorte que, bon, l'axe militaire soit davantage renforcé. Alors maintenant, si tel n'est pas le cas, on va vivre ce qu'on a vécu à la prise de Goma, ce que nous ne souhaiterons pas. Merci Norbert Yamba pour ces éclaircissements. Poursuivons ce journal réuni sous la présidence du professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï. Les députés nationaux ont validé ce jeudi 2 octobre le calendrier des travaux parlementaires. En parallèle, la plénière a largement voté la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, dans un contexte où les questions sécuritaires et législatives dominent l'agenda. Suivez. Sous la présidence intérimaire du professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 2 octobre 2025 le calendrier de matière de la session ordinaire de septembre. Le rapporteur du bureau, Jacques Joly, a présenté une synthèse du programme structuré en 2 volets. Le matière non législative, 3 arriérés et 5 nouvelles, et le matière législative, à savoir 32 propositions et projets de loi, ainsi que 12 textes. Il a également précisé les critères ayant présidé à leur sélection. Des interventions ont suivi, la majorité des élus plaidant pour un examen approfondi des textes en commission, notamment au sein de la commission politique, juridique et administrative. D'autres ont insisté sur la priorité à accorder à l'adoption du calendrier et à l'examen de la loi des finances. Par ailleurs, les ministres d'État à la formation professionnelle Marc Ekila a présenté le projet de loi sur la prorogation de l'état de siège conformément aux articles 85, 144 et 145 de la Constitution. Les débats a porté principalement sur la durée de la mesure et la réévaluation des stratégies sécuritaires. La prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri a été adoptée par 353 députés. Autre chose, face aux épidémies, le ministre de la Santé montre l'exemple en pleine lutte contre la Mpox, le choléra et Ebola. Le docteur Samuel Roger Kamba s'est fait vacciner ce vendredi à Kinshasa, un geste fort, symbole de responsabilité et de solidarité, alors que les autorités rappellent que la vaccination reste l'un des meilleurs boucliers contre les crises sanitaires. Don Momat. À Kinshasa, c'est vendredi 3 octobre 2025. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, s'est fait vacciner contre la maladie à virus Ebola. Oui, nous avons exigé que tout celui qui va sur terrain soit vacciné. Et donc, je ne peux pas ne pas être vacciné, c'est pour ça que je l'ai fait. Un geste salué comme un signal fort en pleine lutte contre plusieurs épidémies, notamment l'Mpox, le choléra et Ebola. Pour le ministre, c'est une question de responsabilité et de solidarité envers les équipes sur le terrain. Le centre des opérations d'urgence de santé publique, dirigé par le professeur Christian Ngandou, a été félicité pour son efficacité. Mais le message du jour est clair, la vaccination reste l'arme la plus puissante.
autre chose, depuis sa nomination à la tête du Fonds de promotion de l'industrie en juillet dernier, M. Hervé-Claude Toumba-Batunkoki avait présenté les actions prioritaires de son mandat et la digitalisation en fait partie. C'est dans ce cadre que le directeur général de la firme tunisienne Système informatique de gestion automatisée, SIGA en sigle, M. Ben Ali, séjourne à Kinshasa. Le directeur général du FPI et son hôte de marque ont évalué l'état d'avancement de ce projet ce vendredi au siège du FPI. Suivez. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé-Claude Toumba-Batunkoki, a reçu ce vendredi son homologue de la firme tunisienne Système informatique de gestion automatisée, SIGA ainsi qui séjourne à Kinshasa. Les deux directeurs généraux ont évalué l'état d'avancement du méga projet de digitalisation du FPI. Plusieurs étapes de ces projets ont été franchies et la digitalisation effective du FPI interviendra dans quelques mois. Comme vous le savez, le projet de digitalisation du FPI, donc, qui concerne toutes les structures, disons, du FPI. Donc j'ai présenté un peu l'avancement. Donc on a pratiquement franchi 2 phases. Donc la partie phase étude, la partie installation du système. Nous avons démarré la phase de paramétrage du système avec, disons, les départements. Donc aujourd'hui, pratiquement, nous sommes dans la phase 3 et pratiquement en termes de visibilité sur la mise en production du système, ça va être d'ici la fin de l'année. Le FPI n'a pas fait un choix particulier à SIGA. Le SIGA est entré au FPI par un appel d'offres international qui a été lancé et suivant le cahier des charges qui a été élaboré par le FPI. Et c'est sur base de ce cahier des charges que le processus a suivi son cours normal suivant la loi congolaise et ça a abouti à ce que la société SIGA soit celle qui a été sélectionnée pour conduire pour la matérialisation de ce projet de digitalisation. Toujours ce même vendredi, le DG Hervé-Claude Toumba s'est entretenu avec l'initiateur des événements et trophées musicaux Cora. Je suis venu rencontrer la haute autorité de FPI afin de voir les possibilités pour de gros financements. Nous levons des fonds pour les grandes institutions sur le continent. Nous avons des fonds japonais que nous voudrons faire venir en RDC à FPI pour que FPI à son tour puisse financer les grandes industries. Parce que c'est à partir de ce financement qu'on peut parler de développement. L'Afrique est riche, très riche de matières premières. Il est temps qu'on les transforme. Cet homme est un entrepreneur et un des gestionnaires de l'une des plus grandes sociétés privées de financement des projets d'investissement au monde. Il veut connecter les FPI aux réseaux internationaux des institutions financières et l'aider à lever des fonds. Opportunité de rencontre entre les hommes d'affaires, Cora dépasse largement l'aspect musical et donne la visibilité internationale aux entreprises africaines. L'édition Cora 2026 se tiendra à Kinshasa. Parlons agriculture à présent, alors que l'agriculture biologique reste encore mal comprise par de nombreux producteurs en RDC, une formation a été organisée ce vendredi 3 octobre à Kinshasa à l'intention de PME agricoles. Objectif, démystifier cette approche durable et encourager une nouvelle façon de produire et consommer sainement. Suivez-le dans cet élément de Patience Lokeke. Ce vendredi à Kinshasa, plusieurs PME du secteur agricole ont été formées par l'établissement Néliment. L'initiative vise à changer les mentalités autour de l'agriculture biologique avec comme objectif démystifier cette forme d'agriculture encore peu pratiquée en RDC. Les organisateurs veulent faire comprendre que produire sainement sans engrais chimiques est non seulement possible, mais aussi bénéfique pour la santé et l'environnement. Nous avons pour objectif de pouvoir permettre aux uns et aux
besoin de démystifier l'agriculture biologique parce que c'est ça notre tare. On a créé un mystère, on a créé tout un mythe autour de l'agriculture biologique. Et pourtant, dans un pays comme la RDC, je l'ai dit lors de la formation, elle dispose beaucoup plus des ressources. Comparé à d'autres pays aussi, la RDC dispose énormément des ressources locales pour pouvoir produire. Malheureusement, pour nous, la plupart même des acteurs qui sont dans ce domaine ignorent donc qu'ils disposent donc de cela. À l'issue de la formation, les participants se sont dit motivés à appliquer les connaissances acquises et à sensibiliser leur communauté. Donc cette formation vient nous donner un surplus pour avoir désormais à pratiquer l'agriculture biologique, c'est-à-dire à utiliser des matières organiques pour booster les plantes à mieux fleurir, à mieux croître. Aujourd'hui, tout le monde veut manger bio. Alors, la formation que nous avons, à laquelle nous avons participé nous donne des racines pour que nous puissions sensibiliser, parce qu'il faut également reconnaître avec l'œil des cadres de la NADEC que je suis. Donc pour nous, c'est une opportunité d'affaires. Nous pouvons sensibiliser plus d'un pour qu'ils puissent enfin emboîter cette voie. Notons qu'au cours de cette première journée, les discussions ont tourné autour de la valorisation de produits biolocaux, son impact sur la santé des consommateurs et bien plus la nécessité de former une nouvelle génération d'agriculteurs responsables. Et en sport, en prélude de la 47e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF, un prestigieux plateau de légendes du football africain sera présent, parmi lesquels Erita Ilunga, Jean-Florent Ibenge, Jérémy Njitap, El Hadji Diouf, Emmanuel Adebayor, Didier Drogba, Kalusha Bwalia, Gaël Deborah Enganamwit et Sophia Mouassikili. En plus de partager leur expérience et de participer aux discussions, les légendes prendront part à un match d'exhibition avec d'autres responsabilités du football le samedi 4 octobre au stade de Martyrs à Kinshasa. Blaise Kouzola pour les détails. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueillera ce samedi 4 octobre au stade de Martyrs un match de gala réunissant des légendes de football africain ainsi que quelques personnalités du monde sportif. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités organisées en marge de la 47e Assemblée Générale de la Confédération africaine de football prévue le lundi 6 octobre dans la capitale congolaise. Parmi les grandes figures attendues sur la pelouse figurent Erita Ilunga et Jean-Florent Ibenge de la RDC, El Hadji Diouf du Sénégal, Emmanuel Adebayor du Togo, Didier Drogba de la Côte d'Ivoire, Kalusha Bwalia de la Zambie, Jérémy Njitap et Gaël Deborah Enganamwit du Cameroun, mais aussi Sophia Mouassikili de la Tanzanie. Cet événement festif, très attendu par les amoureux du ballon rond, sera l'occasion pour le public congolais de côtoyer de près ces icônes qui ont marqué l'histoire du football africain. Il s'agit aussi d'un moment symbolique qui met en avant la volonté de la CAF de célébrer l'héritage sportif tout en traçant de nouvelles perspectives pour le football continental. C'est avec cet élément, mesdames, messieurs, que nous transitons vers la page internationale. Je l'ai dit tantôt, le Togo s'emploie à rééquilibrer sa dette en privilégiant les emprunts concessionnels et en allongeant la maturité de ses titres. En juillet 2025, le FMI l'a reclassé parmi les pays à forte capacité d'endettement, lui offrant une marge de manœuvre accrue pour emprunter. Suivez. Au Togo, la dette publique représentait 65% du PIB à fin juin 2025 contre 69% à fin décembre 2024, selon les données présentées lors de la 3e session du Conseil national du crédit dirigé par le ministre de l'économie et des finances Essowe Georges Barcola. Les ratios se situent donc en deçà du plafond de 70% fixé par l'UMOA. Selon le ministre, les indicateurs économiques demeurent solides. Outre la croissance, le secteur financier a enregistré une hausse de 22% de crédit bancaire au premier semestre. Le coût du crédit continue de se réduire tandis que l'assainissement du portefeuille bancaire se poursuit.
Le CNC a également relevé la poursuite de l'assainissement de portefeuille bancaire et mis l'accent sur la nécessité d'améliorer la qualité des services à la clientèle tout en traitant avec diligence leurs réclamations. Les institutions de microfinance restent un maillon fragile nécessitant des efforts pour inverser la dégradation continue de leur portefeuille. Dans l'ensemble, la croissance économique est attendue autour de 6,3% sur l'année, soutenue par l'ensemble des secteurs avec une contribution notable du tertiaire. Notons du reste qu'en valeur, l'encours de la dette atteignait 4 288 milliards de francs CFA. Cette hausse nominale s'explique par le financement de projets d'infrastructures et des programmes sociaux, mais le dynamisme économique aura permis d'alléger le poids de la dette dans le PIB, selon les données présentées par l'autorité des tutelles. Le FMI a par ailleurs confirmé le reclassement du Togo parmi les pays à forte capacité d'endettement, un signal soutenu par une inflation contenue et une amélioration du score CPIA de la Banque mondiale. Pour les autorités, la trajectoire actuelle doit se consolider par une meilleure gestion de la dette, une priorisation des investissements et une vigilance accrue sur la qualité du portefeuille des institutions de microfinance. L'intelligence artificielle s'impose comme le nouvel aimant des investisseurs. En 2025, les startups du secteur ont attiré 192,7 milliards de dollars de financement en capital risque. C'est un élément de commentaire signé Blaise Tukuzola. Pour la première fois, plus de la moitié des capitaux injectés dans le jeune pouce mondial sont captés par une seule industrie. Une bascule historique qui consacre l'IA comme le moteur dominant de l'innovation, mais qui accentue en parallèle la fragilisation des autres segments technologiques. Les principaux bénéficiaires de cette manne sont les acteurs déjà installés. Anthropic et XAI, deux étoiles montantes de la Silicon Valley, ont levé plusieurs milliards de dollars en un seul trimestre. Ce flux massif de capitaux traduit la concentration du marché. Le grand nom capte l'essentiel, tandis que de nombreuses startups non spécialisées en intelligence artificielle peinent à convaincre. Aux États-Unis, plus de 62,7% de dollars investis en capital risque au dernier trimestre ont été destinés aux entreprises d'IA. À l'échelle mondiale, cette proportion atteint 53,2%. Le secteur devient ainsi la nouvelle frontière de l'investissement technologique, absorbant l'essentiel du financement disponible. Si l'IA explose, l'écosystème global de start-up donne des signes d'essoufflement. Le nombre total d'entreprises financées en 2025 est en passe d'atteindre son plus bas niveau depuis plusieurs années. En parallèle, les sociétés de capital risque elles-mêmes rencontrent des difficultés pour lever de fonds. Depuis janvier, 823 véhicules d'investissement ont collecté un peu plus de 80 milliards de dollars, un chiffre dérisoire comparé aux 412 milliards mobilisés par 4430 fonds en 2022. Ces tarissements reflètent un environnement financier tendu. Les introductions en bourse se font rares et les opérations de fusion-acquisition sont freinées par les incertitudes géopolitiques et la hausse de taux. Les investisseurs deviennent plus sélectifs, préférant parier sur des valeurs sûres de l'intelligence artificielle plutôt que sur des projets encore fragiles. Pour les États, pour le fonds souverain et les grands investisseurs institutionnels, l'IA représente à la fois une promesse de gains futurs et un risque de concentration excessif, en particulier si les modèles économiques de start-up ne parviennent pas à suivre le rythme de valorisation. À court terme, la dynamique bénéficie aux grandes économies, notamment aux États-Unis, qui concentrent 250,2 milliards de dollars d'investissement sur les 366,8 milliards déployés dans le monde cette année. À long terme, la question reste entière. La dépendance croissante du capital risque à une seule industrie laisse planer une vulnérabilité structurelle. Faites place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Patrick Ilonga. Bonsoir. Ouvrons cette revue avec Africa News. Le tri-hebdomadaire aborde un sujet particulièrement attendu en RDC, la baisse des prix après la chute du dollar. Le tabloïd titre
Chute de prix dans le marché de Kinshasa, le franc congolais se renforce, le pouvoir d'achat des ménagères progresse. Le dollar perd de la valeur, le franc congolais reprend des forces. Cela coïncide également avec une reprise de la monnaie nationale. Dans les communes périphériques, le dollar s'échange désormais à 2500 francs et au centre-ville, il reste à 2600. Dans les marchés de Kinshasa, on n'entend plus seulement des cris de vente, mais aussi des rires et des soupirs de soulagement. Les paniers des ménagères s'allègent, les familles retrouvent un peu d'aisance et le franc congolais, souvent malmené, fait un retour en force, insufflant fierté et espoir. Aujourd'hui, Kinshasa peut raisonnablement espérer une accalmie face à la vie coûteuse. Et dans la poussière des marchés, cette amélioration se célèbre avec de quantités de riz, de semoule et de sucre de plus en plus accessibles. Enfin, dans cet élan de renouveau économique, Judith Souminois est allée redynamiser le tissu économique au Congo central. La prospérité qui revient sur les sujets titres. Boma, Judith Souminois s'engage à relancer l'activité économique. La première ministre a annoncé des mesures fortes pour la relance du port international de Boma, autrefois poumon économique de la RDC. Les plus pertinentes et vitales mesures se résument notamment à travers le retour de services portuaires conformément aux recommandations du chef de l'État, la signature prochaine des décrets nécessaires pour concrétiser cette relance et le dialogue annoncé avec les partenaires privés, notamment le secteur brassicole en vue de la réouverture des usines à l'arrêt comme Bralima. Dans ce contexte d'une embellie inattendue, l'agence congolaise de presse fait savoir que le prix du cobalt a augmenté. L'ACP note que le prix d'une tonne de cobalt, produit minier de la République démocratique du Congo, a connu une hausse de 3% à l'international en se fixant à 33 629 $ au 29 septembre 2025 contre 32 649 $ la semaine précédente selon le mercurial du ministère du Commerce extérieur. Bouclons cette revue avec Congo Nouveau. Loin de la froideur de l'économie, le journal aborde un sujet politique et polémique autour de la condamnation de l'ancien président Joseph Kabila. Le tabloïd titre « Critique sur la peine de mort contre Kabila, l'Union sacrée répond au FCC ». L'Union sacrée de la nation affirme ne pas vouloir s'engager dans une polémique avec une plateforme politique qui n'existe que sur papier et dans les réseaux sociaux. L'Union sacrée a ainsi réagi le 1er octobre au communiqué du Front commun pour le Congo en qualifiant cette plateforme de triste mémoire pour le peuple congolais après une gouvernance chaotique ou médiocre de près de 2 décennies. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs, mais avant de nous séparer totalement, je vous rappelle les titres. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a réuni à Kinshasa les différents acteurs en conflit pour amorcer un dialogue face à la crise institutionnelle qui secoue l'Assemblée provinciale du Congo central. Vous avez suivi également en pleine lutte contre la Mpox, le choléra et Ebola. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, montre l'exemple en se faisant vacciner ce vendredi à Kinshasa et à l'international. Vous avez suivi le Togo qui s'emploie à rééquilibrer sa dette en privilégiant les emprunts concessionnels et en allongeant la maturité de ses titres, lui offrant une marge de manœuvre accrue pour emprunter. C'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur votre chaîne pour la suite de vos programmes. Au revoir. Journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.